Prêt pour l'impact, une personnalité qui compte dans l'économie française. 26 minutes d'entretien avec Benoît Hamon aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Singa Global et le président de ESS France, la Chambre française de l'économie sociale et solidaire, qui représente, on ne le sait pas forcément, c'est 2 700 000 emplois, c'est 13,7% du total des emplois privés en France. Et puis c'est des millions et des millions de bénévoles, 20 millions de bénévoles. Est-ce que c'est un modèle qui gagne du terrain ou qui est plutôt en stagnation? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce modèle? Il gagne du terrain. Il gagne dans la dernière mesure du premier semestre 2024. En création d'emplois, l'économie sociale et solidaire surperformait dans l'emploi privé. Quand je dis surperformait, c'est que quand on regardait la moyenne de création d'emplois privés, il y en avait davantage dans l'économie sociale et solidaire que dans l'économie conventionnelle. Alors l'ESS, c'est quoi quand même, pour le redire? Ce sont toutes les entreprises qui sont non lucratives ou à lucrativité limitée. Ça ne veut pas dire qu'elles ne gagnent pas d'argent, elles réalisent des excédents, des bénéfices, mais ça veut dire qu'elles n'assurent pas de rendement au capital investi. Il n'y a pas de rémunération en dividendes d'actionnaires. Qui pose évidemment une question sur comment attire-t-on des investisseurs dès lors qu'on n'assure pas de rendement fort à ces investissements. Et la conséquence de cela, le fait que nous soyons dans un principe selon lequel les parts que l'on peut avoir dans une entreprise ne permettront pas de faire la bascule, un immense bénéfice au moment où on les revendra, c'est qu'il y a un principe qui est une personne égale une voix. Si nous sommes partenaires dans une même coopérative ou entreprise de l'ESS, si vous avez 10 parts et je n'en ai qu'une, vous aurez une voix, j'en aurai une. Et ça change la donne, profondément. En fait, et ce qui est assez, qui peut heurter dans l'appréciation qu'on peut avoir du fonctionnement de l'économie, mais ça veut donc dire que le montant de l'argent que vous mettez sur la table ne vous donne pas plus de pouvoir. L'exact inverse de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, d'ailleurs, où il y a une forme d'hubris, de démesure du capitalisme américain qui prétend le contraire, qui prétend d'ailleurs que l'argent que j'ai dans l'économie, doit me donner aussi le pouvoir dans la politique. Elon Musk étant, et quelques-uns de ses compères étant le symbole de ça. L'ESS, c'est le contraire de cela. Et c'est effectivement 2 700 000 emplois en France. Et je vais vous donner une comparaison que j'ai découverte il y a peu de temps et qui est pour moi assez parlante. Quand on fait le chiffre d'affaires cumulé, en 2023, je crois, qui a été réalisé par la Banque de France des startups françaises, des principales startups françaises. C'est 25 milliards d'euros. Chiffre d'affaires cumulé. Les startups qui ont leur salon, leur ministre. J'ai rien contre. Oui, c'est très bien. Le président de la République en parle régulièrement et sont le moteur d'une certaine économie. Économie avec des entreprises d'ailleurs qui peuvent changer de pavillon, devenir un jour américaines, alors qu'elles ont été françaises au début, singapouriennes, que sais-je encore. Mais bon, c'est un modèle économique, il a sa logique et beaucoup de lumière dessus. 25 milliards d'euros. Et l'ESS, c'est combien? Non, mais je vais juste prendre les coopératives. Qui sont un morceau même pas de toute l'ESS, les coopératives. Le chiffre d'affaires cumulé des coopératives françaises, c'était 380 milliards d'euros. Donc, est-ce que vous avez l'impression que les coopératives françaises ont 10 fois plus d'attention? Je vous vois venir sur les pouvoirs publics, parce que vous avez été ministre de l'économie sociale et solidaire, c'était il y a une douzaine d'années. Donc c'est juste pour dire, alors je ne demande pas qu'il y ait un ministre des coopératives, mais c'est simplement pour dire que cette économie-là, elle a l'immense force d'être très territorialisée. Bien sûr. Avec des emplois non délocalisables. Elle est un élément de la souveraineté économique de la nation. Donc ça devrait être un enjeu de politique publique majeure. Et c'est pour ça que s'ouvrent des discussions sur la stratégie nationale de développement de l'ESS. La bonne nouvelle, c'est que la précédente Commission européenne avait reconnu l'économie sociale comme un des 14 écosystèmes industriels européens et a demandé que chaque pays se dote d'une stratégie nationale de développement. On démarre ce travail-là avec le gouvernement, mais jusqu'ici, l'État, depuis 10 ans, alors moi j'avais fait la loi il y a 10 ans, a eu une volonté ou intermittente ou désordonnée. Par exemple, je vais prendre un exemple, il n'y a pas d'alignement des doctrines entre BPI France, la Caisse des dépôts, l'État, il nous manque en gros un partenaire, quoi. Et pour pouvoir avoir une stratégie, dans quel secteur insiste-t-on, quelle filière industrielle dans le domaine du recyclage, des énergies renouvelables structure-t-on davantage? Bon, voilà. Alors
j'ai vu, là-dessus cette année. J'ai vu que depuis le mois de janvier, il y a un amendement qui a été porté par une sénatrice socialiste, la sénatrice de l'Ain, Florence Blatrix-Contat, qui a été votée au Sénat, pas encore passé, voté à l'Assemblée. Alors, c'était quoi l'idée? Les moyens budgétaires alloués à l'ESS présentés chaque année dans le cadre du vote du budget de l'État. Ça peut sembler technique, mais pourquoi est-ce que c'est une avancée? Pourquoi c'est potentiellement important? Oui, c'est important dans le sens où il faut qu'on arrive à objectiver ce que sont la réalité des concours publics à l'économie sociale et solidaire. Parce que le flou, nous, on préfère qu'on se mette d'accord sur un chiffre, sur des montants, que sur « Ouh là là, vous êtes très aidés, il faut rajouter ceci, cela, cela ». Et pour l'instant, comme c'est pas centralisé, on ne sait pas exactement où va l'argent public, quoi. Et nous, on voudrait rappeler que, par exemple, quand on aide le secteur de l'insertion par l'activité économique, j'enlève le mot « aide », quand l'État finance le secteur de l'insertion par l'activité économique, c'est pourquoi? Parce que ce secteur, les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion, va prendre des personnes très éloignées de l'emploi et à travers une activité qui est une activité marchande, l'aménagement de paysages, d'espaces verts, de la production, de la petite industrie, va vendre ses services, mais en faisant travailler des gens qu'il faut remettre en situation de pouvoir se former, acquérir des qualifications, des compétences. Donc, il rend un service à la société, c'est pour cela qu'il est financé. En réalité, quand on nous dit telle entreprise reçoit des subventions, elle est plus aidée que les entreprises conventionnelles, oui, mais parce que nous sommes délégataires d'une mission d'intérêt général. C'est-à-dire que nous endossons, nous, des missions que les autres entreprises n'endossent pas. Et qu'il me soit permis de dire, et c'est là où je voudrais tirer un peu la sonnette d'alarme sur un point. Dans le projet de budget qui avait été proposé par M. Barnier et qui n'a guère été modifié concernant l'économie sociale et solidaire par le gouvernement Bayrou, l'Union des employeurs de l'ESS, qui est l'UDES, qui est le principal syndicat employeur de l'ESS, donc des chefs d'entreprise, estimait que les suppressions d'emplois dans l'ESS en application de ce budget seraient de l'ordre de 186 000. C'est considérable. C'est un plan social diffus sur l'ensemble du territoire qui va amener une petite ressourcerie à se débarrasser de 2 salariés, un établissement culturel à se débarrasser d'1 ou 2 salariés, un club de sport à se débarrasser, etc., etc. Et là où je voudrais alerter, c'est que nous sommes dans un moment où, à juste titre, le président de la République a pris la parole et devant les menaces, la guerre commerciale avec les États-Unis, les renversements d'alliances et la trahison des États-Unis et d'ailleurs leur relais en France, le groupe Bolloré qui aujourd'hui se fait l'écho des positions russes et clairement dans ces stratégies-là, les menaces militaires qui existent vont appeler à ce qu'à la fois les budgets militaires en Europe se renforcent, et donc il va bien falloir prendre l'argent quelque part. Bien sûr. Vont appeler à ce qu'on se dote d'une Europe de la défense, et moi j'approuve ces choix-là. Vous dites attention. Mais je dis non. Où on va chercher l'argent. Alors non, j'espère que ce ne sera pas sur les budgets sociaux. Mais ce que je veux dire, c'est que le président de la République a dit que nous rentrons dans une période d'effort. Je veux lui dire que pour que la nation s'unisse, il ne faut pas remettre en cause ces 1001 liens sociaux sur les territoires qui sont assurés par des entreprises de l'ESS qui sont coproductrices de l'intérêt général. Vous prenez des territoires en milieu rural, vous prenez des territoires urbains un peu isolés, enclavés, que sont certaines cités, et vous observez qu'il n'y a plus beaucoup de services publics, qu'il y a très peu d'économies conventionnelles. Et ce qui demeure, solide au poste, c'est une maison de retraite non lucrative, une crèche non lucrative, une ressourcerie, une recyclerie, une épicerie solidaire, un établissement culturel. Et l'économie sociale et solidaire qui assure à la fois l'activité économique, mais aussi l'intérêt général. Et ces 1001 liens sociaux derrière chaque emploi de l'ESS, s'ils sont remis en cause par des mauvais budgets, c'est aussi notre capacité à nous lier entre nous, à faire société, donc à faire nation, qui sera remise en cause dans une période d'efforts et d'épreuves. C'est pour ça que ces choix-là ont des impacts qui vont bien au-delà de la santé d'une seule entreprise. Ça rejoint cette interview que vous avez donnée au journal Libération l'été dernier. On était dans cette période où d'attente, il n'y avait pas encore de nouveau Premier ministre, un gouvernement qui expédiait les affaires courantes. Vous disiez aujourd'hui, c'est moins le casting gouvernemental qui importe, même s'il est important, que d'apporter une nouvelle méthode de gouvernement. Je ne vois pas comment un gouvernement, dans un tel contexte politique, peut trouver l'assentiment des Français sans travailler avec la société civile. Il faut faire un pas de côté et innover. Ce travailler avec la société civile, vous l'avez vu à l'œuvre, pas beaucoup, que ce soit avec Michel Barnier, qui n'a pas eu beaucoup de temps, ou avec François Bayrou depuis qu'il est là? Si vous voulez,
Alors, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que quand on réfléchit à démocratiser la France, quand on analyse que nos institutions fonctionnent mal, le réflexe que l'on a, parce qu'on est nourri au biberon de la Ve République, c'est de se dire il faut changer les institutions. Oui. Voilà. Bon. Ce débat-là est un débat intéressant, je ne le néglige ni ne le méprise, mais j'ai envie de dire que réfléchissons à la manière dont on peut aussi démocratiser l'économie, la manière dont on peut mieux associer à la fois les partenaires sociaux, mais aussi la société civile aux décisions qui concernent les Français. Parce que en réalité, on garde beaucoup de verticalité et on donne une forme de... Il y a une sacralisation du politique en France, que je connais bien d'ailleurs, qui amène à considérer que le politique est omniscient et omnipotent. C'est fini cela. Et il ne faut pas qu'on... Oui, en même temps, un mauvais budget, vous nous le dites, ça peut créer, oui, ça peut provoquer la suppression de 150 000 ou 160 000 emplois. Absolument, mais il y a des responsabilités qui sont grandes. D'où l'importance de construire des décisions politiques avec les principaux concernés, c'est-à-dire celles et ceux qui vont devoir derrière mettre en œuvre des stratégies économiques, mettre en œuvre des créations d'emplois ou pas, des services d'intérêt général ou pas, etc. Et ce que je crois, c'est qu'il faut davantage démocratiser l'économie. Et ma conviction profonde, c'est qu'à un moment où de l'eau outre-Atlantique, mais ici aussi, certains vous disent, celui qui possède la richesse et la technologie doit pouvoir dire où doit aller le monde, considérant d'ailleurs, c'est intéressant, ce que font les Américains, c'est intéressant à observer. Et Elon Musk, par exemple, quand il supprime 60 milliards de dollars annuels du USAID, il dit quoi ? Pourquoi continuer à aider des populations improductives, là où cet argent serait plus utile à alimenter la création, les innovations et la richesse de ceux qui sont plus intelligents, de ceux qui sont en haut de l'échelle sociale, en haut de l'intelligence humaine. Eh bien, on a ce modèle-là qui existe aujourd'hui, où ces entreprises prennent le pouvoir politique. Eh bien, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, plutôt que laisser ces entreprises remettre en cause les principes démocratiques des sociétés, il faut démocratiser l'économie. C'est ça que nous défendons, nous, dans l'ESS. Le principe de la démocratisation de l'économie, qui a été démarré à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. On est largement resté au milieu du gué, puisque, on va dire, depuis cette époque-là, il n'y a pas eu de véritable initiative pour tenter de mieux partager la décision dans les entreprises. Toutes les entreprises ne seront pas dans l'ESS, toutes ne seront pas non lucratives, mais il faut avoir un objectif au regard de la résilience de ce modèle et de son importance dans les épreuves à venir pour la nation et pour l'Europe. Il faut avoir un objectif d'augmentation de la part de l'ESS dans le PIB. Aujourd'hui, c'est 10% du PIB, 2 700 000 emplois. Nous devons avoir un objectif, qu'il y ait davantage d'entreprises de l'ESS, coopératives, fondations, mutuelles, entreprises associatives, sociétés commerciales de l'ESS, beaucoup plus de transformation d'entreprises conventionnelles en entreprises de l'ESS. Parce que ce sont des entreprises plus démocratiques que les autres. Et qu'elles rendent par leur fonctionnement et qui rendent un service à la société. Absolument. Voilà. En étant plus démocratiques, elles fabriquent aussi un travailleur, citoyen, plus doué pour le dialogue, plus doué pour le compromis, plus doué pour la responsabilité et avec des opinions moins polarisées. Et je pense que ces services-là sont des services absolument précieux. Et on a là, et je voudrais vous en convaincre, je crois que d'ailleurs le patronat français commence à voir ces choses-là et c'est intéressant. C'est un atout incroyable pour la France d'avoir une ESS aussi forte. On est parmi les seuls dans le monde à avoir tous les modèles d'entreprise de l'ESS. Ailleurs, vous trouverez principalement des coopératives ou principalement des associations. En France, on a à peu près toute la palette. La loi que j'avais fait voter entre 2012 et 2014 a servi de modèle à plusieurs pays. On est considéré comme un des pays qui est parmi les plus innovants sur les questions sociales. L'innovation sociale est dans le cœur de nos modèles. C'est un atout considérable. Est-ce que c'est aussi un moyen de garder ce modèle social qui est aussi spécifiquement français, mais qui coûte cher ? C'est-à-dire qu'on est à 3 300 milliards de dettes. Est-ce que le fait de promouvoir l'économie sociale et solidaire, qui joue, vous nous le dites, qui remplit des missions de service public, c'est un moyen de faire perdurer, de sauvegarder ce modèle social, d'après vous ? Oui, mais alors après, il faut faire attention. Je veux dire, on nous dit oui, l'ESS, c'est intéressant, etc. C'est surtout, pour l'instant, moi j'observe, l'État décide d'une taxe sur les mutuelles d'1 milliard d'euros pérenne. Alors là, pour le coup, c'est pas une taxe temporaire, 1 milliard d'euros pour réduire les déficits. Donc là, c'est un prélèvement sur ce que vous,
moi, comme assurés sociaux, avec une complémentaire santé, on a cotisé, et cet argent-là, une taxe est mise en place. Donc ça fragilise ces modèles-là, j'en profite pour le dire. Mais ce que je crois, c'est que il faut surtout qu'on se convainque collectivement qu'on a là un véritable atout et qui, vous parlez des missions d'intérêt général, mais aujourd'hui, ces services qui sont rendus, les Français ne pourraient pas s'en passer. Et la question est de savoir, d'ailleurs, je pose la question, j'ouvre le débat si vous le souhaitez, est-ce que, par exemple, dans le domaine du grand âge ou de la prise en charge des personnes vulnérables, après le scandale Orpea, après le scandale dans certaines crèches lucratives, les uns et les autres, indépendamment de nos opinions partisanes, de droite ou de gauche, on ne peut pas se mettre d'accord dans un nouveau compromis social pour dire que les établissements qui prennent en charge ces personnes-là doivent être ou publics ou non lucratifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer au dé la dignité des personnes âgées, dépendantes, qui peuvent être demain nos parents, qui seront nous-mêmes, sur les jouer au dé, sur un tapis où un jour, un conseil d'administration décidera qu'il faut remonter des dividendes et que s'il faut les remonter, et que ça se fait au détriment de la santé et de la dignité des personnes, c'est pas grave. C'est ce qui s'est passé, là. Mais, bien sûr. C'est ce qui s'est passé. Et mettre à l'abri des personnes vulnérables, tout petits ou âgés, ça me semble être une certaine idée, puisqu'on parle beaucoup d'identité nationale, de civilisation, une certaine idée qu'on pourrait partager de la fin de vie ou du début de la vie. Et voilà, peut-être un champ dans lequel on attend que les politiques s'expriment, qu'ils agissent enfin, et qu'ils aident l'ESS qui a des compétences, de l'expertise, à proposer des solutions. Est-ce que c'est possible dans les Landes, le département des Landes, il n'y a pas un EHPAD lucratif. Voilà, ils l'ont voulu. Ça existe, ça c'est marche. Public ou non lucratif. D'accord. Voilà. Le modèle de l'ESS appliqué pour les plus âgés et pour les plus petits. Il nous reste une dizaine de minutes. On va parler de Singa Global. Vous êtes le directeur général de cette ONG internationale qui œuvre pour l'intégration, l'inclusion de personnes réfugiées ou nouveaux arrivants. C'est quoi, avec vos mots à vous, la mission de Singa? Et puis pourquoi vous y êtes allé? Je vous ai déjà reçu ici, je vous ai déjà posé la question, mais ça m'intéresse de vous entendre. C'est vent de face en ce moment. Ouais. Pour nous sommes une ONG, donc une association internationale, puisque nous sommes présents dans 7 pays. Nous travaillons principalement avec des grands financeurs privés. Certains aujourd'hui se retirent de leurs engagements en raison de ce qui se passe outre-Atlantique, ou parce qu'ils sont présents sur les marchés américains, ou parce qu'ils s'autocensurent, ou parce que leurs engagements répondaient à des modes, j'imagine. C'était la mode de faire de l'inclusion, maintenant comme ça l'est plus, on arrête. Je le dis parce que c'est aussi ça qu'on observe. Et donc, ça existe. Et donc, c'est plus dur pour nous. Nous, on est engagés dans l'inclusion des personnes réfugiées à travers l'entrepreneuriat. Donc, chaque année, en sortie de nos incubateurs et accélérateurs, il y a des centaines d'entreprises créées par des personnes réfugiées ou nouvelles arrivantes qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse. Bon, ça, c'est ce qu'on fait. Ouais. Et ça, ce discours-là, on l'entend très peu. Nous, on essaie de le porter de temps en temps ici, mais c'est plutôt le discours inverse, effectivement, sur l'immigration. C'est positif. C'est que toute chose crée son contraire. Les vilains sont très vilains aujourd'hui. Et moi, ils me font pas peur. En plus, je trouve que, je veux dire, entendre Musk et Trump, c'est une insulte à l'intelligence tous les jours. Ce que j'aimerais, c'est que j'en profite pour le dire, c'est que ça n'a rien à voir. Je profite parce que j'y pense là. C'est que quand on voit ces investissements dans l'intelligence artificielle, formidable, et que l'Europe le fasse aussi. Mais moi, je pense que là où on met 1 euro dans l'intelligence artificielle, il faut en mettre 2 sur l'intelligence humaine, l'éducation et la formation. Parce qu'on voit bien que l'intelligence artificielle, entre les mains de gens qui n'ont aucun scrupule et de quelques crétins à côté, ça peut être extrêmement dangereux. Bon, je reviens à fin de la parenthèse sur les euros investis, mais là où c'est vent de face, et là où c'est positif, c'est que ce qui se passe aux États-Unis et dans une grande partie du monde occidental crée son contraire chez nous. Il y a des entreprises qui renforcent leurs engagements. Alors je vais donner des noms maintenant. Mais allez-y, oui. Je ne vais pas faire du name and shame, je vais faire du name and glorify. Le Crédit Mutuel, à travers sa fondation, a un engagement sur les questions d'inclusion qui est remarquable. Continue dans le temps, ils agissent en faveur de l'économie sociale et solidaire.
le groupe L'Oréal, avec lequel nous travaillons, fait sur ces questions de diversité et d'inclusion. Nous l'observons chez eux comme dans leur partenariat, une action qui est une action remarquable. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que celles et ceux à qui d'ailleurs ils vendent leurs produits ont toutes les couleurs, toutes les textures de cheveux, toutes les cultures, et que il est absurde de décréter qu'une partie de l'humanité doit dominer toutes les autres. C'est ce que font aujourd'hui les Américains, les Russes d'ailleurs, et quelques autres. Donc, moi, je les cite, le groupe Generali d'assurance, eux aujourd'hui engagés aux côtés de Singa, et maintient son engagement à travers sa fondation de Human Safety Net. Donc, il y a des gens qui ne marchent pas dans ce discours selon lequel, parce que Trump gronde, il faut rentrer la tête dans les épaules. Oui, le repli sur soi, quoi. Oui, et qui préfèrent, alors conservons notre business et taisons-nous sur le reste. Et qui ne sont pas en train de brandir ces entreprises un pavillon en disant on est contre l'administration américaine, mais qui maintiennent un engagement en faveur de l'inclusion. Et il me plaît de souligner l'engagement renouvelé de ces groupes qui sont d'ailleurs ou de l'ESS ou pas, parce que je préfère retenir ces éléments positifs dans des périodes où ça tourbillonne et où on a vent de face, que vous faire la litanie des mauvaises nouvelles qu'on a, par ailleurs, qui est réelle. Mais on a bien compris que le vent était de face. Chaque semaine, on demande à notre invité, et vous le ferez pour Caroline Néron, la présidente du mouvement Impact France, qui sera à votre place la semaine prochaine, de poser une question au grand entretien, à celui qui pratique le grand entretien. C'était Mercedes Serra, la présidente de l'agence BETC la semaine dernière. Voici sa question. Bonjour Benoît. Alors je connais très bien votre travail actuel, votre travail sur Singa, mais votre travail sur toute la réflexion sur le sociétal, l'impact. Mais il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir comment est-ce que votre travail a plus d'impact. Comment on fait pour que la France, pour que la politique française soit davantage concernée par ces questions, en particulier cette question de la diversité? Il me semble qu'on a du boulot. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait un rôle plus important, peut-être un rôle politique pour demain? Il y a toujours la question de est-ce que Benoît Hamon va refaire de la politique, mais ça c'est pas pour moi la plus importante, c'est sur l'efficacité et voilà, où est-ce que vous avez le sentiment d'avoir le plus d'impact aujourd'hui dans ce que vous faites? Il y a 12 ans quand vous étiez ministre. Mercedes Serra qui pose la question parce qu'elle, sur ces questions, elle est particulièrement engagée, oui. Et donc voilà, c'est pas du fake, quoi. Donc bon, merci à elle. Moi je vais être très concret. Moi je pense que tout ce que je viens de vous dire a très peu d'impact. Au sens où, dès qu'on parle d'immigration, en fait, on renforce les polarisations. Ceux qui sont contre sont encore plus contre, même quand on leur met des preuves sur la table. Et ceux qui sont pour seront encore plus. Puis au milieu, on doute. Donc, je pense que ce que je peux vous dire, ça fait partie du plaidoyer, c'est utile. Mais ce qui a de l'impact, c'est la personne, en tout cas pour Singa, qui va créer son entreprise. C'est l'efficacité de l'incubateur, quoi. Rendre des services. Souvent, les sujets sur lesquels les entreprises sont créées partent de l'observation par ces entrepreneurs de défaillances dans nos sociétés, notamment sur les questions d'inclusion, et ils réparent des problèmes qu'ils ont observés dans leur inclusion difficile. Et en clair, une famille kurde qui reprend une boulangerie au cœur de la Creuse aura beaucoup plus d'impact que je n'en ai. Pourquoi ? Parce qu'elle transforme le regard qu'on a sur la migration. En fait, et c'est là où souvent dans les discussions qu'on a avec nos financeurs, ils nous disent bon, alors sur les données d'impact, combien avez-vous créé d'entreprises ? Et on leur dit mais ça c'est pas l'impact, c'est les résultats de notre programme. Mais nous, voilà, on sait vous dire en sortie d'accélération quels sont nos chiffres. L'impact c'est autre chose. C'est cette activité-là. Qu'est-ce qu'elle a changé ? Transformé la perception qu'on a des migrations, là où elles sont vécues comme négatives et menaçantes, voit-on les opportunités, le potentiel, les solutions qu'il y a derrière ces migrations
aux problèmes qui sont les nôtres. Ouais, et alors, il y a quand même le plaidoyer, il est important avec ce chiffre qui est toujours frappant. Je vais le redonner. C'est un classement des fortunes de chez Forbes. Parmi les 500 premières entreprises américaines, 43% ont été fondées ou cofondées par des immigrés de première ou de deuxième génération. C'est un peu la même chose en France ou en Europe, d'une façon moins marquée? Alors, sur la tech, il y a énormément de personnes nouvelles arrivantes, migrantes, d'étrangers aussi, parce qu'il y a une différence entre immigrés et étrangers, parce que les immigrés comptent les personnes naturalisées. Par exemple, la première nationalité, le sait-on, des immigrés en France, c'est française. Puisqu'il y a 2,5 millions de personnes qui ont été naturalisées, et elles sont toujours comptabilisées dans ces 10,7% de migrants en France, c'est le terme utilisé par l'INSEE, par les Nations Unies. Bon, je ferme la parenthèse. Donc il y a dans la tech une surreprésentation, c'est vrai dans toute l'Europe. Et en France, on avait, nous, une statistique sur laquelle on aimerait bien travailler. Il reste une minute, il faut conclure avec ça. 15% des créateurs d'entreprises en France sont des étrangers. Donc il y a une surreprésentation des étrangers dans la création d'entreprises. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent le déclassement professionnel. Il faut en moyenne, en France, sachez-le, 10 ans à une personne immigrée pour retrouver son statut social d'origine. J'étais architecte, prof ou infirmier. Avant que je retrouve un statut comparable, il me faut 10 ans. Donc c'est loin d'être l'Eldorado contre. Les gens viendraient pour les aides sociales, tout ça, blablabla. C'est pas vrai. C'est pas l'Eldorado qu'on raconte. Et puis, bon, sachons-le, hein, moi sur ces sujets, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a de moins en moins d'actifs pour cotiser, de plus en plus d'inactifs. Sans l'émigration, ce sera la retraite à 68 ans et la baisse des pensions des retraités à horizon de 2030. Donc, tout dirigeant qui vous dit qu'il faut baisser l'immigration, il faut lui dire qu'il s'engage sur la retraite à 68 ans et la baisse des pensions des retraités. Quand les gens sauront ça, peut-être qu'ils réfléchiront différemment aussi à la question des migrations. Merci beaucoup, Benoît Hamon, et à bientôt sur Merci à vous. Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.